Bienvenue au programme Demandez à la Cour. D'autres mandats d'arrêt seront-ils émis dans la situation en Côte d'Ivoire? Alors les enquêtes du bureau du procureur sont en cours. Nous avons commencé ces enquêtes le 3 octobre. Nous continuons notre travail. Le mandat d'arrêt émis contre M. Laurent Gbagbo était le premier. Nous continuons nos enquêtes et dès que nous serons en mesure de le faire, nous demanderons l'émission d'autres mandats d'arrêt contre d'autres personnes au juge de la Chambre préliminaire. Ces enquêtes portent sur des incidents commis lors des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Ces incidents peuvent avoir été commis par un côté comme l'autre côté. Donc nous enquêtons aussi bien sur les personnes qui étaient des soutiens de M. Laurent Gbagbo que sur des personnes qui auraient soutenu l'autre camp, le camp du président élu Ouattara, et qui pourraient être responsables de crimes de la compétence de la Cour. Dans le système du statut de Rome, c'est le procureur qui enquête. Et c'est lui aussi qui décide qui il va poursuivre. Donc c'est à lui de décider qui il va poursuivre et il a du temps pour faire ça. Il n'y a pas un temps maximum pour décider de poursuivre telle personne ou telle personne. C'est à lui d'enquêter, c'est à lui de voir aussi les preuves qu'il réunit et ensuite il décide, ou non, de venir devant la chambre préliminaire pour demander l'émission soit d'un mandat d'arrêt, soit d'une citation à comparaître pour une personne donnée pour des crimes commis à un moment donné. C'est son pouvoir à lui. Les juges n'interviennent pas là-dedans. La seule intervention des juges, c'est lorsqu'ils reçoivent une requête du procureur pour un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître. Ils décident si le procureur a présenté suffisamment de preuves ou pas suffisamment de preuves. Ça, c'est le rôle des juges. Les juges n'interviennent pas logiquement dans la sélection des affaires et donc des personnes par le procureur, sauf dans une hypothèse qui est assez réduite, c'est l'hypothèse de l'article 53 du statut, lorsque le procureur prend une décision de ne pas poursuivre quelqu'un. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Le procureur n'a jamais dit « je ne vais pas poursuivre M. X ou M. Y ». Pour l'instant, le procureur a dit « je vais poursuivre plusieurs personnes et je vais poursuivre des gens des deux côtés, apparemment des deux forces qui se sont opposées en Côte d'Ivoire ». Pour l'instant, il a présenté un mandat d'arrêt contre M. Gbagbo. Et c'est tout. Et la Chambre a estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour émettre un mandat d'arrêt contre M. Gbagbo. C'est au procureur de continuer son enquête, de réunir des preuves et de décider quelles sont les personnes qu'il veut poursuivre. Les juridictions nationales pourraient se charger de juger les auteurs des violences post-électorales. Partant, pourquoi la CPI intervient-elle? Alors effectivement, le principe essentiel qui est à la base du statut de la compétence internationale, c'est le principe de complémentarité. Les juridictions nationales ont priorité pour juger les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Ça, c'est clair. L'article 17 sur ce point du statut est extrêmement clair. Mais il faut que les juridictions nationales poursuivent les mêmes personnes pour les mêmes faits. Donc, il ne suffit pas de poursuivre une personne qui est poursuivie par la compétence internationale pour certains crimes. Il faut que ce soit les mêmes crimes pour lesquels la Cour a décidé de les poursuivre. Et pour l'instant, tout au moins c'était les informations que l'on a reçues à la Cour pénale internationale et qui ont été soumises à la Chambre préliminaire, M. Gbagbo n'a pas été poursuivi en Côte d'Ivoire, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, pour les crimes pour lesquels la Cour le poursuit, c'est-à-dire des crimes qualifiés de crimes contre l'humanité commis de décembre 2010 à avril 2011. C'est ça l'affaire contre M. Gbagbo. Cette affaire-là, elle n'est pas poursuivie en Côte d'Ivoire. Apparemment, il est poursuivi, c'est au moins les renseignements qu'on a eus, pour des crimes économiques. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes crimes pour lesquels la Cour pénale internationale est en train de le poursuivre. En ce qui concerne, par exemple, si l'on veut faire une comparaison avec M. Saïf al-Islam, d'abord, la question de savoir qui va juger Saïf al-Islam n'est pas réglée. Il y a un principe fondamental à la Cour pénale internationale, c'est que c'est la Cour qui décide si les autorités nationales s'acquittent de leurs tâches, c'est-à-dire si les autorités nationales réellement poursuivent la personne qui est également poursuivie à la Cour pénale internationale. Cette décision, qui est une décision qui relève des juges exclusivement, à partir du moment où un mandat d'arrêt a été émis, cette décision n'a pas été encore prise. Donc pour l'instant, personne ne sait si M. Saïf al-Islam sera jugé soit en Libye, soit à la Cour pénale internationale. Le mandat d'arrêt existe et seuls les juges de la Chambre préliminaire peuvent décider si l'affaire restera devant la Cour pénale internationale ou si la Libye pourra le poursuivre.
Alors, les autorités nationales ivoiriennes, le gouvernement du président Ouattara, ont dit dès le début, et par l'intermédiaire d'un courrier qu'ils ont envoyé à la Cour, qu'ils souhaitaient que la Cour intervienne, enquête sur les crimes qui avaient été commis lors de ces violences post-électorales. C'est donc un choix des autorités nationales de nous demander d'intervenir, et nous avons décidé qu'effectivement, il était opportun d'ouvrir une enquête sur le territoire ivoirien. C'est un choix qui appartient aux autorités nationales. Si on prend l'exemple de la Libye, un choix différent semble avoir été fait. Il y a aujourd'hui des consultations en cours entre les autorités libyennes et la Cour, mais à nouveau, c'est le choix des autorités nationales, et évidemment, il revient en dernier lieu au juge de la CPI de rendre une décision s'il y a des contestations de ce choix et de l'admissibilité d'une affaire. Quels sont les droits de Laurent Gbagbo devant la CPI? Il y a plusieurs droits pour toute personne remise à la Cour pénale internationale, et donc, bien entendu, pour M. Gbagbo. D'abord, le droit d'avoir une défense. Et cette défense, qui consiste non pas seulement en un avocat, mais en une équipe, s'il n'a pas l'argent pour payer cette équipe, c'est la Cour qui va lui donner l'aide judiciaire et qui paiera donc cette équipe de la défense pour l'aider dans sa défense. Le rôle des juges dans cette phase, entre l'arrivée de la personne à la Cour pénale internationale à La Haye et le début de la confirmation des charges, donc de l'audience de confirmation des charges qui a été fixée au 18 juin 2012 pour M. Gbagbo, un des rôles essentiels des juges, c'est d'exiger du procureur qu'il communique à la défense de M. Gbagbo les éléments qu'il a réunis et qu'il va présenter devant les juges en juin 2012 pour obtenir la confirmation des charges. Donc la défense a le droit de recevoir tous ces éléments et de les analyser et de vérifier comment elle pourrait se défendre contre ce que le procureur va présenter. La défense a aussi le droit, éventuellement avec l'aide de la Chambre, de collecter des éléments de preuve, donc de réunir des éléments de preuve pour pouvoir les présenter au juge lors de l'audience de confirmation des charges. Donc ce n'est pas simplement le procureur qui vient avec son enquête, avec ses preuves. La défense peut non seulement contester les éléments du procureur, mais présenter, elle aussi, d'autres éléments. Donc la défense a des droits importants lors de l'audience de la confirmation des charges. Il y a un autre aspect important, c'est bien entendu, les juges décident de maintenir ou de ne pas maintenir l'intéressé en détention provisoire. Il a le droit de demander sa liberté, sa mise en liberté à tout moment, à partir de maintenant et jusqu'à l'audience de confirmation des charges, et même après. Donc il a le droit de demander sa liberté, et même s'il ne la demande pas, les juges ont l'obligation, tous les 120 jours, donc tous les 4 mois, de vérifier s'il doit être maintenu en détention ou pas. Parce que le principe, c'est la liberté. Le principe, ce n'est pas la détention. Quelles sont les prochaines étapes dans l'affaire Gbagbo? Pour l'instant, M. Gbagbo vient d'être remis à la Cour pénale internationale. Il a eu son audience de première comparution. Et on prépare en ce moment, on a déjà commencé à préparer, il y a déjà eu des conférences de mise en état. Et on commence à préparer toute la phase qui est dite de la divulgation. C'est une phase assez compliquée dans laquelle le procureur doit mettre à la disposition de la défense les éléments qu'il a réunis lors de son enquête, et qu'il est encore en train de réunir, parce qu'il enquête toujours, et qu'il va devoir mettre à la disposition de la défense de M. Gbagbo. C'est une phase compliquée qui dure plusieurs mois, parce que très souvent, le procureur demande ce qu'on appelle des expurgations. C'est-à-dire que les éléments de preuve vont être donnés à la défense de M. Gbagbo, mais certaines parties de ces éléments de preuve ne seront pas communiquées à la défense. Bien entendu, tout ce qui n'est pas communiqué à la défense, le procureur ne peut pas s'en servir lors de l'audience de confirmation des charges. Mais il y a tout un tas d'obligations, communication des éléments à charge, communication également des éléments à décharge, et tout cela prend beaucoup de temps. Et c'est la phase essentielle, c'est le travail essentiel de la chambre préliminaire, avec le contrôle de la détention provisoire. Il y aura également peut-être des victimes qui voudront participer à la procédure, et pendant toute cette phase, les victimes vont pouvoir présenter leurs demandes et participer à la procédure, donc participer lors de l'audience de confirmation des charges. Les victimes qui sont les victimes des charges telles que décrites, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité commis de décembre 2010 à avril 2011. C'est ça, pour l'instant, l'affaire et rien d'autre. Donc 30 jours avant l'audience de confirmation des charges au plus tard, le procureur devra présenter un document contenant les charges, qui est le document final qui fixe ce qui est reproché à M. Gbagbo. En même temps, il doit terminer au plus tard 30 jours avant l'audience toute la communication des éléments de preuve. Ensuite, la défense peut elle aussi présenter des éléments. Elle doit les présenter 15 jours
avant le début de l'audience de confirmation des charges. Toute cette phase de préparation, de communication des éléments de preuve, qui doivent être aussi communiqués au juge, tout cela prend plusieurs mois. C'est pour cela qu'on a maintenant le début de l'audience de confirmation des charges fixé au mois de juin 2012. Comment avez-vous été désigné comme conseil principal de la défense de M. Laurent Gbagbo? Nous travaillons sur ce dossier qui est un dossier extrêmement important depuis de nombreux mois. Nous y travaillons à la fois sur le terrain en Côte d'Ivoire et bien sûr hors de la Côte d'Ivoire. Nous travaillons les différents aspects du dossier, l'aspect juridique, mais aussi tous les aspects annexes. Donc logiquement, nous avons été, et j'ai été nommé, conseil principal devant la Cour pénale internationale. Pourquoi ? Parce que mon cabinet a l'habitude d'intervenir devant les juridictions pénales internationales. Nous avons l'habitude de ce genre d'affaires. Et aussi parce que nous avons l'habitude de traiter des cas aussi complexes, aussi difficiles et aussi délicats. Comment sera composée votre équipe de défense pour l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Laurent Gbagbo? Je dois vous dire que notre équipe de défense est une équipe composée uniquement de professionnels expérimentés et aguerris. Aguerris à traiter des cas de cette nature, c'est-à-dire des cas extrêmement difficiles, des cas sensibles, et habitués aux juridictions pénales internationales. Nous serons 3, peut-être un peu plus nombreux d'ailleurs, mais enfin pour l'instant nous sommes 3 avocats. J'ai avec moi Maître Barouan, Marie-Agathe Barouan, qui est bien connue en Côte d'Ivoire, qui est avocate au barreau ivoirien et aussi ancien membre du Conseil constitutionnel. C'est une personnalité ivoirienne et c'est quelqu'un que je connais bien depuis longtemps, avec laquelle j'ai d'excellents rapports, à la fois professionnels et humains. Et puis un avocat anglais qui s'appelle David Hooper, qui a été mon co-conseil dans différentes affaires, notamment des affaires de droit pénal international, que nous avons traitées ensemble et que nous avons traitées de manière efficace et réussie. Nous serons tous les 3 les avocats qui dirigeront en quelque sorte l'équipe de défense. Et puis autour de nous, il y a bien sûr des avocats ou des juristes qui viennent s'adjoindre à notre groupe pour leur expertise particulière, c'est-à-dire parce qu'ils ont un champ de compétences qui est particulièrement poussé, particulièrement pointu, et que nous les ferons travailler sur des aspects très précis. Et puis il y a le reste de l'équipe qui est composé d'assistants, dont des avocats, d'assistants juridiques, et qui sont eux aussi, ou elles aussi, parce qu'il y a de nombreuses femmes parmi elles, extrêmement expérimentées, extrêmement aguerries. Et puis bien entendu, nous avons des enquêteurs, mais là je ne peux pas m'étendre parce que leur travail est un travail extrêmement difficile et qui doit rester en grande partie confidentiel pour être efficace. Vous savez que la situation sur le terrain est extrêmement difficile, vous savez à quel point les enjeux sont importants dans cette affaire. Par conséquent, la confidentialité, la discrétion sont pour nous des points essentiels. Qui est-ce qui paye vos honoraires? Est-ce la CPI ou est-ce le suspect lui-même? En ce qui concerne la prise en charge des honoraires et des frais de fonctionnement de l'équipe de défense, nous avons déposé, il y a déjà un certain temps, ou plus exactement le président Gbagbo a déposé, il y a déjà un certain temps, une demande tendant à obtenir ce que l'on appelle ici l'aide juridique, c'est-à-dire une aide de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'a pas beaucoup d'argent et qu'en plus, le peu dont il disposerait est gelé, naturellement. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens. Donc il nous faut pouvoir agir. Et comment agir sans moyens? C'est impossible. Je vous parlais de l'équipe que nous avons mise en place, qui est une équipe composée de professionnels aguerris et expérimentés. Mais encore faut-il les payer. Encore faut-il payer leurs frais, les défrayer, payer les allers-retours en avion, en train, les hôtels, les per diem. Et puis, ils doivent eux aussi vivre, donc il faut leur payer des honoraires. Et nous ne pouvons pas faire cela. Qui va payer? Donc, nous avons demandé, en effet, nous avons déposé en effet une demande tendant à obtenir l'aide légale. Quelle a été la décision du greffe concernant la demande d'aide judiciaire déposée par M. Laurent Gbagbo? Conformément au texte de la Cour, c'est M. Gbagbo lui-même qui a demandé à bénéficier de l'aide judiciaire en décembre 2011.
Par décision en date du 28 décembre 2012, moi, en tant que greffier de la Cour, j'ai accordé l'aide judiciaire à titre provisoire dans l'attente de la vérification des informations fournies sur les ressources de M. Gbagbo. Comment la CPI peut-elle aider la défense de M. Gbagbo? En vertu de la règle 20 du règlement de procédure et de preuve, le greffier organise le travail du greffe de façon à faire valoir les droits de la défense conformément aux principes du procès équitable fixés par le statut. L'article 67 du statut de Rome définit les garanties attachées au principe du procès équitable. Elles comprennent notamment le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix. Le droit de se défendre soi-même ou de se faire assister du défenseur de son choix. En l'occurrence, M. Gbagbo a formellement désigné Maître Altit pour assurer sa défense. Son avocat et son équipe de défense sont rétribués par la Cour à titre provisoire conformément à ma décision du 28 décembre 2011. Outre Maître Emmanuel Altit, les services du greffe de la CPI ont-ils été saisis de demandes d'accréditation pour d'autres avocats du côté de la défense de Laurent Gbagbo? À son arrivée au siège de la Cour, M. Gbagbo a été informé par le greffe de son droit de désigner l'avocat de son choix. Il a désigné Maître Altit. Si d'autres avocats ont approché la Cour pour défendre M. Gbagbo, ce dernier n'a pas choisi de les désigner et cette information n'a donc pas été rendue publique. Quel est le rôle des services du greffe de la CPI dans le cadre de la présentation des éléments de preuve du procureur? Le seul rôle du greffe dans le processus technique de présentation des preuves, que ce soit par le bureau du procureur, par la défense ou par d'autres participants à la procédure, est de fournir l'appui technique à l'enregistrement, à la notification et à la conservation des moyens de preuve. Le greffe est l'organe neutre de la Cour et ne participe donc en rien aux enquêtes et à l'identification des preuves rassemblées par les parties à la procédure. Il se contente d'enregistrer les preuves reçues et présentées dans le cadre des procédures, de fournir les modalités technologiques d'échange électronique des moyens de preuve entre les parties et les participants et de conserver les preuves. La division d'aide aux victimes et aux témoins du greffe est également en charge de la protection et de l'assistance aux témoins que les parties entendent appeler à comparaître dans le cadre de la procédure ou sur le témoignage desquels elles entendent s'appuyer. Mais le greffe joue, de ce point de vue, un rôle égal à l'égard de l'ensemble des parties et participants. Quels sont les droits de Laurent Gbagbo devant la CPI? M. Gbagbo bénéficie tout d'abord de l'ensemble des garanties du procès équitable, énoncées dans l'article 67 du statut de Rome. Il jouit de la présomption d'innocence. Le greffier est responsable de l'administration du quartier pénitentiaire où sont détenues les personnes transférées à la Cour. La détention est assurée dans une aile spéciale du centre pénitentiaire hollandais de Scheveningen à La Haye. M. Gbagbo y côtoie les autres personnes détenues par la Cour et par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Il dispose naturellement d'une cellule individuelle. Les conditions de détention comprennent l'accès à un ordinateur, à la télévision, à la presse et à la radio, des exercices de plein air et des activités sportives, le droit de recevoir du courrier et des colis et de communiquer par courrier ou par téléphone avec sa famille et ses proches. Les détenus ont également le droit de communiquer librement avec leurs conseils ou les membres de leur équipe de défense. Ils peuvent recevoir des visites sous le contrôle du greffe. Ils peuvent également recevoir l'assistance d'un ministre du culte exerçant aux Pays-Bas. Les détenus ont également accès aux soins médicaux, y compris dentaires, que leur santé nécessite. Un infirmier est présent à tout moment dans le quartier pénitentiaire et un médecin qualifié est également à disposition.
Dans l'hypothèse où l'état de santé d'un détenu nécessite une hospitalisation, la personne est transférée sans retard à l'hôpital où le greffe assure la continuité de la détention.